Bonjour à tous, j'espère que votre summit se passe très bien. Vous êtes content d'être là? Bon, ça a l'air, ça a l'air. Donc on va parler un peu de réseau. Il n'y a pas beaucoup de sessions réseau, mais on va en avoir une quand même. Je me présente, je suis Alexis Marcoux, je suis solution architecte chez AWS. Je travaille avec les clients côté opérateur telco en Europe et dans le monde. Mais j'aide aussi pas mal de clients sur la partie réseau. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je suis accompagné de Benjamin Richer. Bonjour, donc Benjamin, pareil, architecte solution, sauf que j'interviens plutôt sur des clients médias et dans la publicité et j'ai une bonne appétence pour le réseau. Donc on va parler d'architecture réseau. La plupart du temps, on fait de l'architecture un peu dans un monde qui devient de plus en plus complexe. On a des réseaux qui sont parfois hybrides, voire multi-cloud. Donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc avant de commencer, petit rappel, cette session est à niveau 300, donc c'est pas un niveau débutant, donc on considère que vous avez quelques connaissances sur la partie réseau et AWS, mais vous n'êtes pas expert non plus, hein. C'est pas une session 400. Le but, c'est d'avancer sur des concepts assez avancés, un peu avancés, pour vous permettre en fait, d'aller un peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de voir. Et on a quand même un peu de Gen AI. Donc d'habitude, dans des sessions, je ne sais pas si vous participez à Revent, il y a toujours un peu des chats sorciers du réseau. Je me suis dit, on est en France, on va essayer de demander à Bedrock, avec le modèle Titan, de générer un coq wizard, un roster wizard. Donc ça nous donne ça. Je ne sais pas si je dois en être fier, mais je la trouve pas trop mal. Pour un premier essai, je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, si vous cherchez une session de Gen AI, malheureusement, ça ira pas plus loin que ça. Mais c'est pas mal, hein, je dis pas, voilà. Et si vous arrivez à me trouver le nom de coq que vous allez voir dans la session, venez me voir, j'ai quelques stickers pour ceux qui auront le bon nombre de coqs qu'ils auront vu dans la session. Donc restez attentifs, c'est important. Donc là, en général, quand on parle de réseau, on vous montre souvent ça. C'est ce qu'on rêve tous. Dans un ancien temps, je câblais des racks. Maintenant, depuis pas mal de temps, je fais pas mal de cloud, mais c'est pareil, hein, que ce soit du cloud ou du réseau physique. J'adore tout ce qui est symétrique avec des belles couleurs. Et en général, quand il y a quelqu'un qui arrive qui me dit bah, voici l'existant, voilà. Et c'est un peu plus dur de se projeter quand même, faut l'avouer. Donc voilà, on a ce modèle-là et le but c'est de tendre vers un modèle un peu plus joli. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il faut qu'on trouve des mécanismes et des services qui vont aider nos clients justement à essayer de sortir. Donc on ne va pas non plus tout résoudre, mais il va y avoir des solutions ou des templates d'architecture qui vont vous permettre de résoudre et de simplifier un petit peu cette pelote de laine ou ce sac de nœuds comme vous le voudrez. Donc on va partir assez rapidement sur les fondations du réseau sur AWS. Je pense que je vais rappeler quelques concepts. C'est important, mais c'est juste pour rappeler ceux qui ne connaissent pas. On a des ressources, instance EC2, n'importe quoi, qui vont être déployées dans un VPC. Rien de nouveau. Rappel, un VPC, c'est dans une région. On ne peut pas avoir un VPC qui est dans plusieurs régions, donc il faut qu'on trouve des mécanismes. Dans une région, on a plusieurs zones de disponibilité, donc ça, je ne vous apprends rien. On va avoir dans ces zones de disponibilité des sous-réseaux, donc plusieurs sous-réseaux. Vous allez découper votre sous-réseau d'une certaine manière. Vous allez aussi définir de l'adressage, donc en général l'IPv4 et de l'IPv6 que vous allez attribuer à votre VPC. Et après, vous allez avoir des sous-réseaux qui vont être IPv4, dual stack ou uniquement IPv6. Donc là, je ne vous apprends rien normalement, ça reste assez basique. Là où on va commencer à aller un peu plus loin, c'est que on a un VPC, c'est bien beau, mais à un moment donné, on a besoin d'accélérer, on va un peu plus loin que d'avoir un VPC. On va aller sur un, deux, voire plusieurs VPC. Donc la première approche, c'est d'avoir un VPC peering. On a l'architecture, on interconnecte ces deux VPC avec un VPC peering. C'est une ressource dans la table de routage, on dit que ça envoie vers ce VPC peering, rien de nouveau. On a la possibilité de faire du VPC peering entre différentes régions. On est dans du standard, on est sur AWS. Quelque chose qu'il faut rappeler, bon, je pense que vous l'avez vu à peu près 300 fois, la transitivité des VPC. Donc en gros, A voit B, B voit C, mais A ne peut pas parler avec C au travers de B. Donc ça, c'est un des concepts de base aujourd'hui sur AWS, donc qui est important à avoir en tête. Et donc, on arrive très rapidement à un VPC, si on veut faire du full mesh, à ce genre de choses. Donc là, on arrive à la notion que vous connaissez la plupart normalement, Transit Gateway, qui va vous permettre, en fait, c'est une ressource, une solution de routage virtuel qui va vous permettre d'interconnecter un ensemble de VPC entre eux. Et vous allez aller jusqu'à 5000 attachments sur une Transit Gateway. Et donc, va vous permettre de connecter plein de VPC entre eux. On va aussi pouvoir faire du multi-région. La Transit Gateway est régionale, donc on n'est pas capable d'étendre une Transit Gateway à travers de différentes régions. On fait un pairing entre les deux Transit Gateway. On a aussi Cloud One, donc un service qui maintenant a quelques 2 ans, je dirais,
Et donc, vous allez pouvoir en fait aller un cran au-dessus par rapport à Trans-Gateway, c'est que vous allez avoir un WAN managé. Vous allez définir où est présent Cloud WAN, définir des segments, dans des domaines de routage différents entre eux, et vous allez pouvoir attacher des ressources, des ressources à ce segment, et de ne plus avoir à gérer le routage entre les différentes régions comme on a à faire avec la Trans-Gateway. Donc voilà. Donc quand on a appris tout ça, ce qu'on rêve d'avoir, c'est de rester sur AWS. Quand on n'a que de l'AWS, c'est très simple, ça marche bien. On refait un peu tout ce que je vous ai fait avant, on construit, on fait des bugs carrés, on fait des beaux ronds, mais c'est pas si simple. La plupart du temps, nos clients, c'est assez rare, ça arrive, il y a des clients qui commencent sur AWS from scratch, mais on va dire que ce n'est pas forcément la majorité de nos clients. On hérite souvent d'un historique, donc on a la plupart du temps soit des sites, soit des data centers, pardon, des boutiques, des entrepôts, et on va vouloir interconnecter en fait ce monde AWS, ou inversement, étendre ces sites physiques à AWS. Et on ne choisit pas, hein, c'est-à-dire que souvent, il y a des boîtes, il y a des fusions, des acquisitions, et en fait, on se retrouve devant le fait accompli. Il faut que j'ajoute des nouveaux sites, il faut que j'ajoute des nouveaux bureaux, des nouvelles boutiques. Et on a aussi des cas où on se retrouve avec d'autres fournisseurs cloud. Donc ça, encore une fois, c'est pas forcément un choix, mais des fois, c'est suite à des acquisitions. Alors chez AWS, on reste persuadé que d'avoir plusieurs cloud providers, en fait, c'est un peu plus complexe. C'est pas forcément là où vous allez avoir... choisir un cloud primaire sera un peu plus facile et maîtriser les performances, les coûts. Quand vous allez avoir plusieurs cloud providers, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir maintenir des compétences sur les plusieurs cloud providers. Mais comme on l'a dit un peu plus tôt, malheureusement, des fois, on ne choisit pas. Et donc là, notre but, c'est d'essayer de trouver des solutions pour aider nos clients, justement, pour les aider à être dans un environnement hybride ou multi-cloud. Donc que vous soyez devant le fait accompli ou essayer de réfléchir à des architectures qui permettent d'intégrer l'ensemble de cette solution. Donc là, on avance, on a vu les solutions intra-AWS, et là, on va aller partir sur les solutions de connectivité hybride. Le VPN managé, tout le monde connaît, on a un site-to-site VPN, on l'attache à un VPC, rien de nouveau. Vous avez côté AWS un tunnel IPsec avec votre site physique. Donc le site, côté site physique, ça va être soit un routeur, soit un firewall, ou une appliance firewall ou un routeur, voire chez un autre fournisseur. Et donc monter un tunnel entre ces deux environnements, vos VPC et votre data center. Après, si vous voulez aller au-delà, parce que le VPN, ça passe par Internet, vous voulez avoir un peu plus de latence prédictible et un peu de bande passante dédiée, vous allez passer par le Direct Connect. On ira un peu plus loin dans l'implémentation du Direct Connect, mais le Direct Connect, c'est vraiment d'avoir une liaison dédiée entre vos infrastructures et AWS. Donc ça commence à 50 MB, ça peut aller jusqu'à 100 Go en fonction de vos besoins. Et l'avantage, donc on a cette fonctionnalité Direct Connect qui va pouvoir s'attacher à un Direct Connect Gateway sur lequel on va pouvoir rattacher un ensemble de VPC jusqu'à 20 si je ne me trompe pas. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en gros, c'est bien de faire rattacher un seul VPC, mais il vaut mieux en rattacher plusieurs. Donc là, on rattache plutôt son VPN à une Trans-Gateway plutôt que de la rattacher à un VPC. Donc ça permet de rattacher en fait un site à jusqu'à 5000 VPC. On va aussi pouvoir faire la même chose, rattacher une Transit Gateway à un Direct Connect, donc voir plusieurs si on utilise un Direct Connect Gateway. Donc on a cette solution pour pouvoir, si on a vraiment besoin, d'optimiser les latences et d'avoir un peu moins de variabilité sur la bande passante et la latence, on va utiliser les Direct Connect, qu'on va pouvoir attacher aussi à la Direct Connect Gateway. On a aussi de plus en plus de clients qui vont utiliser des solutions SD-WAN, donc des solutions des appliances, qu'ils ont sur site, qui vont vous permettre d'avoir un nuage SD-WAN et de gérer un peu toute la partie connectivité entre les différents sites AWS et vos sites physiques. Et la manière dont ça fonctionne sur AWS, c'est que vous allez pouvoir déployer vos appliances, donc n'importe quel vendeur de SD-WAN. Vous allez déployer les appliances de ce vendeur sur des instances EC2, et vous allez pouvoir en fait interagir avec l'ensemble des autres appliances que vous avez sur site. Et donc, pour pouvoir échanger les routes entre la Transit Gateway et ces appliances, on va utiliser le service qui s'appelle Amazon Transit Gateway, qui va, au travers de tunnels GRE, en fait, monter un tunnel entre la Transit Gateway et ces appliances, et pouvoir échanger du trafic et des routes entre ces deux mondes. Donc, en gros, ça permet, et on a une limite de 5 Go par tunnel GRE, et on peut aller au-delà en agrégeant plusieurs VPN, et en gros, en utilisant en BGP, je ne sais pas si vous connaissez, mais ECMP, Equal Cost Multipass, qui permet en fait d'agréger tous les tunnels en lieu. Donc on a 5 gigas par tunnel et on peut aller au-delà en agrégeant les tunnels. Donc là, on a de plus en plus de clients qui partent sur cette approche-là. Quand on a beaucoup de boutiques, beaucoup de sites, ils veulent gérer à l'échelle, ils vont utiliser des solutions SD-WAN.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous avez bien retenu, c'est quoi la prochaine? On va parler maintenant de Cloud One. On a parlé de Trans-Gateway, c'est Cloud One. Donc à peu près la même approche. On peut rattacher des VPN, l'attacher comme une ressource. On va aussi avoir des Transit Gateway. Donc on a encore cette petite spécificité où on a obligé d'avoir la Transit Gateway entre le Direct Connect et Cloud One. Donc aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a espoir qu'un jour, on ait besoin de la retirer. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de surcoût de la Transit Gateway. Aujourd'hui, justement, les frais de data processing de cette Transit Gateway ne sont pas facturés. Mais en gros, si on veut rattacher Cloud One à un Direct Connect, il faut utiliser une Transit Gateway entre les deux. Et on peut faire exactement la même chose. On va pouvoir faire aussi du SD-WAN avec Cloud One. Donc là, ça peut être intéressant parce qu'on va avoir en fait des appliances qui vont être dans plusieurs régions, qui vont échanger avec SD-WAN et pouvoir s'interconnecter des boutiques qui sont un peu partout dans le monde en étendant Cloud One dans différentes régions. Et vous allez pouvoir gérer, en fait, utiliser AWS comme, on va dire, un WAN et échanger, en fait, si vous avez des boutiques en Asie et des boutiques en Europe, utilisez Cloud One pour échanger entre ces différents nuages. Et même chose, vous avez l'implémentation avec les tunnels GRE, avec les mêmes contraintes que j'ai expliquées tout à l'heure. Et on a une petite nouveauté depuis l'année dernière, c'est qu'on est aussi maintenant capable de le faire sans tunnel GRE. Et donc là, on va au-delà de la limite des 5 gigas. On arrive jusqu'à la limite maintenant d'un attachment Cloud One qui est de 100 gigas. Donc en gros, on a juste un peering BGP qui a lieu entre l'appliance et Cloud One qui va vous permettre en fait de pouvoir gérer du tunnel BGP sans avoir à faire un tunnel GRE pour encapsuler le trafic. Donc ça peut être pas mal et très utile dans certains cas d'architecture. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais vous présenter? Est-ce qu'on peut tout avoir ça dans un même slide? Donc celui-là, je sais qu'il fait fantasmer beaucoup de monde. Vous allez pouvoir sortir vos photos. Moi, je sais que quand je l'ai vu, j'ai trouvé génial. Donc il y a un peu plus. Je vous avoue, je ne vous ai pas tout démontré, il y a un peu plus. Il y a VPC Lattice qui marche pas mal en ce moment. Alors malheureusement, ça marche uniquement pour les ressources dans AWS, qui permet d'avoir un overlay réseau sans avoir à gérer les interconnexions entre les VPC. Vous allez en fait avoir des gestions de fournisseurs, consommateurs de services et pouvoir gérer en fait les échanges entre différents VPC au travers de VPC Lattice. Et puis vous à vous soucier de la connectivité. Est-ce que je fais un peering? Est-ce que je fais de la Trans-Gateway? VPC Lattice prend en charge tout ça et gère aussi tous les cas d'overlapping que vous pouvez avoir. Donc sur des services HTTP que vous avez à changer entre différents services, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà. Donc il y a beaucoup plus, mais des fois c'est bien d'avoir un peu la picture totale de ce qu'on peut montrer. Donc là maintenant on vient un peu dans le vif du sujet. Là je vous ai montré ce qu'on fait sur AWS, les services qu'on propose, mais la réalité. Alors la première solution que je propose, la plupart des gens en fait sont étonnés, ne s'attendent pas à ça, mais qu'est-ce qu'on a de très fiable aujourd'hui entre deux sites qui fonctionnent plutôt très bien? Internet. On n'y pense pas forcément, les gens pensent tout de suite à monter une connectivité privée, on va mettre des VPN, on va mettre du Direct Connect. Il ne faut pas oublier que même si parfois on a de la variabilité dans la latence ou dans la bande passante, Internet est quand même relativement très fiable. C'est-à-dire que sur le chemin, il y a un souci avec un opérateur, le trafic passera par un autre opérateur. Donc ça, parfois, il ne faut pas l'oublier. Internet est quand même une bonne approche d'interconnexion entre des sites. Alors là, vous allez proposer des services qui sont accessibles en public. Donc après, vous avez tous les mécanismes d'authentification, de chiffrement qui vous permettent de protéger vos services. Mais souvent, il ne faut vraiment pas oublier, ça ne sert à rien de monter non plus, on va dire, lancer une fusée juste pour échanger deux types de data ou deux data entre deux sites. Internet peut largement suffire dans la majorité des cas. Deuxième approche, c'est de monter des VPN. En gros, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau du tout. Hein. Pourquoi c'est pas beau? En fait, tu me monter un tunnel IPsec sur un VPC tout seul, il faut vraiment avoir un usage particulier. On va encore une fois préférer d'attacher le VPN sur la Trans-Gateway. Et avec cette approche-là, tous les sites peuvent voir tous les VPC et tous les VPC peuvent voir aussi n'importe quel site en ayant le routage entre les deux Trans-Gateway. Donc ça, c'est une approche qui permet en fait simplement. Donc après, vous pouvez faire des choses plus compliquées. Je n'invite pas les gens à faire des choses compliquées. Les choses simples fonctionnent. Donc des fois, restons simples. Mais après, des fois, on a des contraintes où on va potentiellement avoir des besoins un peu plus précis, mais n'oublions pas que ce qui fonctionne, c'est souvent très simple. Après, l'approche suivante, on va remettre pourquoi faire Trans-Gateway alors qu'on peut mettre Cloud One. Je le rappelle, ça peut être intéressant dans certains cas. Cloud One, pour être un peu transparent et honnête, Cloud One, ça va être utile quand vous gérez plein de régions avec des domaines de routage
différents. Prod, développement que vous voulez totalement séparer, Cloud One peut être une bonne solution, ou si vous utilisez beaucoup de régions. Où là, Cloud One va vous permettre de gérer en fait le routage entre les différentes régions sans avoir à le gérer par vous-même au niveau du routage des Trans-Gateway. Et la dernière solution, quand on est un peu plus, on va dire, on veut vraiment, on va dire, étendre son réseau physique et d'avoir en fait on est très sensible à la latence, voire très sensible à des gros besoins de bande passante. Souvent, utiliser cette Direct Connect est une bonne approche. Donc là, maintenant, on va rentrer un peu plus précisément dans Direct Connect. Je vous ai montré un schéma rapidement, mais on va voir un peu comment ça s'implémente en général chez nos clients. Donc là, je n'ai pas représenté la partie Transit Gateway ou VPC qui est à gauche, la Direct Connect Gateway. La Direct Connect Gateway, derrière, on peut attacher ce qu'on veut. Donc je l'ai représenté. La Direct Connect Gateway, c'est une fonction globale. Donc les régions, on ne les voit pas, elles sont à gauche. Donc c'est important à voir. Pour rappel, le Direct Connect Location n'a rien à voir avec une région. Ce n'est pas hébergé dans une région. Il y a une région préférée, mais c'est une notion qui tend à disparaître. Donc une Direct Connect Location, c'est vraiment un site ou un lieu où on met à disposition nos équipements. Donc ça va être un site de peering. Donc en France, ça va être Interaction, Equinix, Telehouse sur la région parisienne, où plein d'entreprises et plein de fournisseurs accès à Internet ont des équipements. Et donc nous, on met à disposition un équipement dans ce site, sur ce site, que nous, on appelle Direct Connect Location. On en a plus de 200, je crois, dans le monde. Et ce qu'on va faire, donc un Direct Connect, ce n'est rien d'autre qu'un port qu'on met à disposition sur un de nos équipements. Donc on va tirer une fibre entre votre équipement qui sera dans ce site Direct Connect Location, donc votre routeur ou votre équipement firewall, et vous allez faire une demande de fibre. Quand vous faites la demande du Direct Connect, vous allez avoir une LOA qui va vous permettre de demander au propriétaire du site de faire un raccordement fibre. Et donc vous allez dire, je veux connecter mon port sur tel équipement, port machin truc chouette, sur le port qui m'a été alloué par AWS, qui va être l'équipement Intel dans telle salle, dans tel endroit, sur tel port. Donc il faut vraiment imaginer qu'un Direct Connect, ce n'est rien d'autre qu'une fibre. Donc, là, ce n'est pas représenté. Je vous conseille fortement d'avoir au minimum 2 Direct Connect. Une fibre, ça casse. Donc c'est important de penser à la redondance. Et souvent, il faut avoir 2 Direct Connect dans 2 Direct Connect Locations différents pour s'assurer d'avoir la redondance. Et ce qu'on va avoir, c'est que la plupart du temps, soit les clients ont déjà des infrastructures réseau qui rattachent cet équipement qu'ils ont dans le Direct Connect Location à leur site. Donc ça peut être des liaisons louées, de la fibre, ce que vous voulez. Voilà. Et on va avoir des sessions peering BGP qui va avoir lieu entre votre infrastructure côté AWS et votre équipement, votre routeur. Donc vous allez avoir des négociations de route pour échanger les routes. Et après, c'est vous qui gérez entre votre équipement et votre data center. Ça peut être BGP ou SPF, ce que vous voulez, pour gérer la route avec plusieurs chemins possibles en fonction de la redondance que vous souhaitez mettre en place. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de la responsabilité d'AWS, donc c'est ce qui se limite à la partie, on va dire, Direct Connect Gateway et routeur AWS. La partie configuration qui est sur la gauche, on ne le voit pas, mais c'est de votre domaine de responsabilité. C'est vous qui allez configurer à quel équipement et quelles ressources vous attachez votre Direct Connect. Et vous allez avoir un domaine de responsabilité qui est tout le reste, où en fait, c'est vous qui vous prenez en charge la demande de la fibre. Si la fibre casse, c'est à vous de demander de changer la fibre. Et après, on a des mécanismes pour s'assurer justement, avec la session de Benjamin, voir comment vous aider à superviser tout ça. On a aussi une approche où la plupart des clients n'ont pas la possibilité d'héberger des équipements dans ce centre de peering. Ça a des coûts, c'est compliqué. Ils n'ont pas les infrastructures pour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'équipement, le routeur client, par l'équipement partenaire. Donc un équipement partenaire, ça va être un partenaire Direct Connect qui est identifié. Donc il y en a pas mal. Je vous conseille d'aller sur le site si vous voulez voir. Il y a une longue liste. En général, il y a une liste par Direct Connect Location. Donc il y en a qui sont très connus, hein, Intercloud, Orange, Equinix, après il y en a Megaport, il y en a plein, Colt, BT, qui ont la capacité de vous proposer en fait d'utiliser un de leurs équipements dans le Direct Connect Location et vous proposer aussi d'avoir la mise en place de la liaison louée jusqu'à votre site. Donc ça va être la responsabilité du partenaire et vous allez en fait contractualiser avec le partenaire. Et en gros, ils vont voir. Donc ça, c'est important de voir aussi avec le partenaire. Vous rentrerez en contact avec le partenaire pour faire cette demande. Vous pouvez le faire aussi au travers de la console en demandant « je veux un Direct Connect avec ce partenaire » et le partenaire viendra en contact avec vous pour voir en fait qu'est-ce que vous voulez avoir comme type d'infrastructure. Et responsable du client, c'est ce qui vous concerne de l'autre côté. On a une approche aussi alternative qui est de plus en plus demandée par nos clients, c'est d'avoir en fait un équipement niveau 2 pour avoir en fait un niveau 2 étendu jusqu'à leur site.
et donc d'avoir un peering BGP directement, sans avoir à le gérer au travers d'un équipement partenaire, mais qui en fait fait partie d'un élément de configuration dans votre console que vous allez allouer au partenaire et donner des droits à ce partenaire pour qu'il puisse accéder aux informations. Mais on a de plus en plus de cas de cette architecture. Donc si vous avez besoin d'un Direct Connect et vous n'êtes pas dans la capacité de déployer ce genre de truc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un partenaire AWS Direct Connect. Voilà, il y en a pas mal aujourd'hui qui sont sur le marché. Et ils ont tous des intéressantes approches. Donc là, même modèle, avec le niveau 2, c'est les domaines de responsabilité qui sont à peu près équivalentes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ajoute un peu l'autre fournisseur. Donc souvent, on a des clients où ça vient s'ajouter. C'est un peu plus complexe. On ne sait pas trop comment faire la plupart du temps. Moi, j'ai beaucoup de discussions avec des clients qui sont un peu perdus en disant en fait, je suis interconnecté déjà avec Intel et j'aimerais ajouter AWS ou inversement. En gros, il faut vraiment voir que la plupart du temps, les clients, ce qu'ils font, en fait, ils reproduisent exactement ce qu'ils font avec AWS. Il y a l'équivalent d'un Direct Connect chez cet auto-fournisseur. Je ne vais pas en lister, il y en a plein. Et en gros, vous allez juste soit lier au travers d'un équipement partenaire, donc le rattacher, et vous allez rajouter une session BGP avec cet équipement qui va vous faire en fait la liaison entre les deux autres mondes. AWS, votre autre fournisseur et vos sites. Et là, vous allez avoir des échanges de routes qui vont être gérés au niveau de l'équipement qui vont être implémentés. Et là encore, domaine de responsabilité. Si vous passez par un partenaire, bien sûr, ça va être le partenaire qui va prendre en charge. Il y a pas mal de partenaires aujourd'hui qui proposent de la connectivité multi-cloud. Il suffit de vous rapprocher d'eux en disant, voilà, j'ai tel cloud provider ou je suis sur tel site. Ils sont dans la capacité de vous proposer des solutions aujourd'hui. Et on le voit, on parlait de partenaires, mais vous pouvez aussi très bien le faire vous-même. J'ai vu pas mal de grosses sociétés ou des sociétés qui sont déjà plus à l'aise sur ce genre d'architecture, qui vont le gérer eux-mêmes et de mettre en place toute la connectivité entre les différents sites. Voilà, avant de passer. Et après, on a certains use cases avec certains cloud providers où vous avez la possibilité de vous passer de l'équipement au milieu. Vous allez tirer une fibre directement entre AWS et cet autre cloud provider. Aujourd'hui, pour être honnête, je ne l'ai jamais vu en place. Ça arrive probablement, mais en général, il est rare d'avoir deux clients qui n'ont aucun site. Et en général, quand ils ont des sites, ils utilisent en fait ce nœud central. Mais des gens qui sont cloud native et qui font, alors après c'est peut-être lié aussi aux clients que je rencontre, mais des liens directs entre ces deux cloud providers, c'est des choses que j'ai jamais vues. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais vu aujourd'hui. Et je vais vous passer la main avec Benjamin qui va vous expliquer, en fait, c'est bien beau tout ça, mais comment on le gère. Merci Alexis. Effectivement, une fois que vous avez fait votre design, que vous avez bien réfléchi, comment vous allez faire pour l'opérer? Parce qu'en fait, une fois qu'il est là, il va falloir l'opérer pendant plusieurs années. Et donc, comment on fait? Comment on peut s'outiller pour pouvoir simplifier cette partie-là? Donc, j'adore cette image. Elle est assez... elle parle d'elle-même, en fait. Parfois, on va avoir tendance à utiliser des outils qui sont plus adaptés à notre nouveau cas d'usage. Donc là, par exemple, quand vous allez, entre guillemets, complexifier votre architecture réseau, vos outils ne seront pas forcément adaptés pour pouvoir gérer la partie opérationnelle. Donc en gros, si on regarde un peu les catégories d'outils, donc là j'en ai listé 3. Donc le premier c'est la gestion et la gouvernance, parce qu'en fait vous allez avoir une multitude d'environnements dans différents sites. Donc en fait ce qu'on veut c'est pouvoir gérer l'utilisation, avoir une gouvernance qui tient la route. Le deuxième pilier c'est l'observabilité. On veut avoir une vue unifiée de notre réseau, parce qu'en fait, quand il y a une panne avec notre infrastructure, on veut pouvoir la localiser le plus rapidement possible pour pouvoir la résoudre. Et puis, il y a une dernière catégorie, donc c'est la sécurité et l'identité. Donc ça, il faut l'implémenter à tous les niveaux. Et donc, j'ai commencé à lister quelques outils, donc à savoir que vous pouvez faire vos propres recherches. Il y a vraiment beaucoup d'outils, de solutions qui existent sur le marché. Mais là, je vais vous parler principalement de deux outils. Donc, le premier, c'est Amazon VPC IP Address Manager, donc IPAM pour les intimes. Donc, il va vous permettre de gérer vos adresses IP sur AWS. Et on verra aussi que vous pouvez le faire aussi sur d'autres environnements qui seraient externes. Ensuite, pour la partie observabilité, on va voir CloudWatch Network Monitor. Donc, il y a une fonctionnalité qui est sortie au dernier re:Invent et qui va vous permettre de voir un petit peu l'état sur votre liaison Direct Connect, par exemple. Donc, en gros, ça va vous donner une visibilité sur la connectivité AWS et puis de la source à la destination de l'infrastructure. Et puis, en dernier lieu, il y a aussi pour la sécurité, donc, on a vu avec Alexis, donc vous pouvez faire des tunnels IPsec avec du VPN,
mais aussi certains Direct Connect Location autorisent du chiffrement niveau 2, donc avec MACsec. Donc ça, c'est bon à savoir si vous voulez chiffrer au niveau 2. Donc pour parler un petit peu des adresses IP, c'est que vous allez en avoir de partout. Si vous avez des environnements sur AWS, sur un site physique, sur un autre fournisseur de cloud, vous allez avoir des adresses IP partout. Donc comment vous faites pour gérer ça? Parce que imaginons que vous vouliez faire communiquer là on va partir sur deux VPC, mais s'ils ont les mêmes blocs d'adresses, vous n'allez pas pouvoir simplement les faire communiquer. Si vous faites du VPC peering ou de la Transit Gateway, il va y avoir ce qu'on appelle un chevauchement, et donc après, bon, il y a des solutions qu'on peut mettre en place. On peut faire du NAT, par exemple, pour faire de la translation. On a toujours fait ça. Mais déjà qu'on a un réseau hybride multi-cloud à faire, on n'a pas envie de se rajouter en plus la partie translation. On n'a pas envie de surcomplexifier notre architecture. Donc, et pourquoi c'est important de gérer les adresses IP à l'échelle? Donc, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que les adresses IP, IPv4 publiques, il y a un épuisement. Donc, par exemple, pour vous citer, donc, RIP-NCC, qui est le registre régional des adresses IP pour l'Europe et une partie de l'Asie, ils avaient alloué leur dernier bloc en novembre 2019. Donc, en fait, on fait face à une pénurie des adresses IPv4. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez en acquérir, il faut forcément que ça passe par de l'achat et de la revente auprès de ceux qui les possèdent. Aussi, on fait de plus en plus, on a des architectures microservices, c'est-à-dire que avant où on avait juste une machine avec plein de services qui tournaient dessus, aujourd'hui on va en avoir une multitude. Donc un service peut se transformer en 10 microservices, donc on va avoir une multiplication des IPv4 privés. Et c'est déjà arrivé que je vois par exemple des clients qui au départ n'avaient pas bien sizé leur VPC et ils se retrouvent en pénurie d'IPv4 privés et donc ils doivent faire des changements qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Il y a une partie sur l'optimisation des coûts, parce que par exemple pour l'IPv4 public, je vous ai dit qu'il y a une pénurie, et par exemple si vous voulez acheter une IPv4 aujourd'hui, ça coûte en moyenne $60, une IP. Et pour l'expansion globale, donc si vous voulez déployer de l'infra sur plusieurs régions, il faut s'assurer que les VPC ne vont pas rentrer en conflit au niveau de l'adressage. Donc en gros, en quoi IPAM va vous aider? Donc il va permettre d'automatiser les attributions IP. Vous allez pouvoir surveiller l'utilisation des IP sur le réseau, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des dashboards auxquels vous avez accès pour voir sur mon bloc que j'ai défini tout en haut, quel bloc est utilisé, qu'est-ce qui me reste en gros. Vous allez pouvoir analyser l'historique, parce que si vous opérez un réseau depuis de nombreuses années, comment vous faites pour vous rappeler à quel moment ce bloc-là a été utilisé, pourquoi, dans quel contexte? Donc ça, c'est bien d'avoir cet historique-là. Et vous pouvez aussi appliquer votre logique métier. Donc ça va plutôt se passer sur AWS, où en fait, quand vous déployez un VPC, vous allez tirer dans le pool d'IPAM. Et en fait, si vous déclarez un VPC qui est déjà pris, en fait, vous n'allez tout simplement pas pouvoir déployer ce VPC-là. Donc ça évite des déboires, par exemple, quand on fait sur plusieurs régions, qu'on ne se souvient plus que le fameux 10.0 est déjà pris, donc c'est bien de l'avoir. Donc je vous ai parlé d'IPAM, donc il y a ce qu'on appelle des pools d'adresses, et vous allez pouvoir déclarer de façon statique des pools qui seraient dans vos data centers. Donc c'est-à-dire que sur IPAM, vous allez faire une déclaration statique de pools de vos adresses. Et vous allez pouvoir avoir des informations détaillées sur en termes d'utilisation, qu'est-ce qui me reste de dispo pour pouvoir faire vos déploiements. Je voulais faire une petite parenthèse sur les adresses IP IPv4 publiques. Donc, je pense que vous êtes déjà au courant, mais à partir du 1er février, depuis le 1er février 2024, donc, on applique des frais sur les adresses IPv4 publiques, donc pour les raisons que j'ai mentionnées juste avant. Et en gros, il y a 4 types d'adresses IPv4 publiques. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les IP élastiques. Donc, ça, c'est ce que vous allez provisionner pour ensuite les attacher à des ressources. On va avoir des IPv4 publics aux EC2. Donc là, c'est par exemple quand vous allez cocher au déploiement d'une instance auto-assign public address. Donc là, c'est ce qui va se passer. Certains services utilisent des IPv4 publics. Et vous avez aussi la possibilité sur AWS de ramener vos propres adresses IPv4 publiques avec du BIOP, donc Bring Your Own IP. Et donc ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de à quoi ressemble le Public IP Insight.
Donc vous allez pouvoir, donc ça c'est accessible gratuitement. Vous allez pouvoir voir en gros dans quelle catégorie les IP tombent et par exemple si vous avez des EIP, combien ont été associés, combien il y en a qui sont désassociés, enfin dans un état non associé, donc qui sont là pour rien. Donc vous avez le détail en camembert et vous allez pouvoir aussi avoir le dashboard avec le détail. Et pour les IPv4, je voulais aussi mentionner que une des solutions qu'on peut recommander donc, de se tourner, c'est, vous allez sûrement me voir venir, mais c'est l'utilisation d'IPv6. Vous savez, le fameux truc qu'on parle déjà depuis plusieurs décennies. Et sachez que AWS investit quand même un certain nombre d'heures et d'énergie pour pouvoir rendre le maximum de services à minima dual stack. Et on a certains services qui tournent sur de l'IPv6 only aujourd'hui. Donc c'est une bonne piste. Et si vous voulez en aborder d'autres, on est dispo pour en parler après. Maintenant qu'on a vu la partie IP, donc pour la gestion et la gouvernance au niveau des adresses IP, je voulais parler un petit peu du monitoring, de l'observabilité. Donc souvent, ça se passe en 3 phases. On a la détection, l'investigation et la remédiation. Donc si ça vous parle, tout ce qui est les termes MTTD, MTTI, MTTR, donc c'est exactement ça, c'est ces 3 phases-là. Donc la première, ça va être la détection, donc c'est-à-dire qu'on veut identifier le problème dès qu'il survient. Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder comme métrique? Donc, souvent sur le réseau, on regarde principalement 2 métriques. On regarde le RTT, donc le Round Trip Time, donc c'est le temps de propagation aller-retour. Et on va aussi regarder la perte de paquets. Donc ça, c'est principalement les 2 métriques qu'on regarde sur le réseau. Une fois qu'on a détecté le problème, on veut faire de l'investigation parce qu'on veut savoir d'où le problème vient, surtout quand on opère dans un environnement qui est hybride et ou multicloud. On veut savoir sur quelle portion c'est, à quel niveau est ma panne. Et ensuite, il y a la partie remédiation. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir corriger soit temporairement, soit définitivement le problème. Et donc ça, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du routage parce que souvent, on a un peu prévu le coup. Si un lien tombe, on a un backup normalement. Donc en gros, ça c'est une architecture que vous avez déjà vue avec Alexis, mais en gros, c'est pour la connectivité hybride. Donc je vais me baser sur cet exemple-là pour vous montrer l'outil Network Monitor. Donc là, on a un design assez simple. Vous avez votre région à gauche, le data center à droite. Vous avez un lien Direct Connect et vous avez 2 chemins redondants, donc X et Y. Maintenant, en gros, pourquoi on a sorti Network Monitor? Donc principalement 3 raisons. Donc en gros, ce que les clients nous remontent du terrain, c'est que au niveau de la visibilité, ils trouvent que le réseau est performant, que ça répond à beaucoup de challenges, mais que le réseau AWS est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe dedans, on ne peut pas prendre d'action pour pouvoir faire de la correction. Une deuxième chose, c'est que je pense que si vous venez du monde du réseau, vous l'avez souvent entendu, mais dès qu'il y a un problème, c'est la faute du réseau. Donc ça, je pense que vous devez connaître cette phrase-là. Et quand quelqu'un dit cette phrase-là, et vous grattez la tête et vous dites comment je fais pour prouver que c'est pas le réseau au final qui est en tort. Donc c'est vrai, et ça prend une journée. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a sorti cet outil-là. Et puis il y a aussi une problématique de coût, c'est-à-dire que mettre en place une solution vous-même pour faire ce travail-là, donc ça va demander de l'énergie pour l'opérer, enfin pour le déployer, pour l'opérer. Donc en gros, à quoi va servir Network Monitor? Donc ça va permettre de surveiller les performances de votre réseau hybride pour justement diminuer le fameux temps de remédiation. Donc en gros, et comment vous faites pour configurer ça? C'est assez simple. Donc en gros, vous allez définir une source et une destination. La source, ça va être des VPC, enfin des subnets dans un VPC. Et la destination, ça va être une machine ou un routeur qui va être côté destination. Vous n'avez pas besoin d'installer d'agent sur une instance. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on déploie des cartes réseau dans un subnet. Donc, vous n'avez pas besoin de déployer d'agent sur des ressources. En termes de dépannage, vous allez avoir des métriques qui vont être remontées. Donc, par exemple, on disait le temps de propagation aller-retour et la perte de paquets. Donc, ça, c'est 2 métriques que vous allez avoir. Et ensuite, vous allez pouvoir consommer ces métriques comme vous le faites aujourd'hui sûrement avec CloudWatch. Donc, c'est-à-dire si vous voulez mettre des alarmes, vous allez pouvoir le faire. Donc ça, en gros, c'est à quoi sert Network Monitor. Et donc, si on montre un petit schéma, donc ça ressemble à ça.
Donc on va avoir, donc là dans le cas ici, donc on a deux sondes qui sont déployées sur un subnet de monitoring. Et puis en destination, on va avoir deux ressources sur le data center, et puis on va avoir des checks qui sont faits à intervalles réguliers pour voir si notre réseau est en bonne santé. Et donc je pense que ça sera beaucoup plus simple à visualiser avec une démonstration, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en gros, je suis parti sur un design encore plus simple que juste avant, c'est-à-dire que j'ai juste un lien BGP, juste une session BGP. Et en gros, je vais faire ça en 5 étapes. Donc, c'est-à-dire, je vais aller créer le moniteur réseau, je vais aller visualiser mes métriques, je vais créer une alarme sur une des métriques auxquelles j'ai accès. Ensuite, je vais venir volontairement dégrader mon réseau, donc avec certains outils, on verra juste après. Et j'irai observer le changement et je verrai par exemple que mon alarme a été trigger suite à ça. Donc là, c'est première étape, donc réaction du moniteur réseau. Donc là, vous allez sur la console CloudWatch et puis vous avez sur la partie Network Monitoring, donc Network Monitor. Et donc là, vous allez créer un moniteur. Donc là, vous donnez un petit nom à ce moniteur. Ensuite, vous allez pouvoir définir une période d'agrégation. Donc, est-ce que vous voulez que les données soient agrégées sur une période de 30 secondes ou de 60 secondes? Une fois que ça c'est fait, donc vous allez pouvoir faire suivant. Et donc là, c'est ce que je disais, il y a besoin d'une source et d'une destination. Donc la source, vous allez choisir des subnets dans lesquels des cartes réseau vont être déployées pour vous et qui, elles, vont ensuite faire des checks de connectivité. Et ensuite, une fois que vous avez votre source, vous définissez la destination. Donc ça, c'est un équipement réseau ou ça va être une ressource que vous avez de l'autre côté. Vous allez pouvoir choisir le type de protocole qui va faire les checks. Donc là, on est parti sur un basic ping avec le protocole ICMP. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 destinations sur le même moniteur réseau. Une fois que ça c'est fait, on va regarder le récap. Donc là, ça va déployer en gros 2 sondes sur mes subnets. Et donc là, en gros, je fais le récap et je vais faire suivant. Et donc là, ça va créer le moniteur, ça va créer les cartes réseau dans le bon subnet pour que ensuite vous puissiez avoir accès aux métriques comme le RTT et la perte de paquets. Donc ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller visualiser les métriques. Donc là, j'ai créé mon moniteur réseau et je vais aller voir quelles métriques j'ai accès. Donc là, par exemple, j'ai accès donc AWS Network. Donc ça, c'est une métrique interne qu'on a sur la partie où Alexis vous disait ça, c'est notre responsabilité. On va vous donner un état des lieux de ce que nous, on possède, quel est son état. Donc là, ça va être healthy ou not healthy. Et donc là, après, on va avoir ensuite la perte de paquets. Donc là, vous pouvez voir que tout baigne, mais mon infrastructure va bien, j'ai pas de perte de paquet. En termes de latence, je suis en gros à 10 millisecondes. Donc là, aucun problème, c'est tout ce qu'on aimerait voir toute la journée quand on fait du réseau. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer une alarme. Donc là, on a accès au RTT et à la perte de paquets. Donc pour ça, je vais aller dans la catégorie alarme que vous connaissez sûrement déjà si vous utilisez CloudWatch. Je vais aller explorer d'abord mes métriques. Donc là, par exemple, je vais aller sur la partie monitor. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir voir mes métriques pour le temps de propagation. Donc là, je prends les deux sur les deux sondes que j'ai fait. Donc là, je peux ensuite voir que sur mon graphe, je retrouve bien mes deux courbes. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire une moyenne des deux, parce qu'en fait, on a nos deux sondes en fait, dans mon cas, j'ai qu'une seule cible, donc je peux faire une moyenne. Et en dernier lieu, donc là, par exemple, vous voyez 10 000, parce qu'il me semble que c'est par défaut, les métriques sont remontées en microsecondes. Donc en fait, pour faire la conversion, je vais juste venir diviser par 1000 pour avoir quelque chose de plus lisible. Et donc, une fois que ça c'est fait, donc j'ai ma métrique que j'ai construite à partir de ce qu'on m'a donné. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir ensuite créer mon alarme directement sur cette interface-là. Donc là, je regarde bien que j'ai ma métrique avec mes 10 millisecondes. Je mets un petit label pour savoir que c'est bien des millisecondes. Et donc maintenant, je vais aller créer mon alarme directement ici. Tac.
Donc là, par exemple, ça c'est l'expression que j'ai construite à partir de mes deux métriques. Je vais venir faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que je vais venir trigger une alarme si le temps de propagation est supérieur à 50 millisecondes, donc quelque chose d'assez simple, sur une période de 5 minutes. Donc là, après, je vais définir un topic SNS pour l'envoyer, pour envoyer une alerte. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir créer votre alarme. Donc là, je vais donner un petit nom à l'alarme. Et donc là, on peut voir qu'il y a le palier des 50 qui apparaît bien ici. Et donc, je crée l'alarme. Donc ensuite, il faut le temps que les données soient collectées et que la métrique calculée ait suffisamment de données. Mais une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va venir dégrader le réseau. Donc là, il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir dégrader le réseau, hein, que ce soit sur l'équipement physique, sur des ressources que vous auriez, ou alors même sur AWS. Donc là, par exemple, j'ai fait un peu une combinaison de ce que je vois ici. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sur le routeur, j'ai changé le duplex et la vitesse. J'ai généré du trafic avec ePerf ou Netcat. Et à un moment donné, j'ai même fait tomber la session BGP. En gros, on a mis un petit peu le bazar sur notre réseau et donc on va pouvoir venir observer ce qui se passe. Donc là, le réseau AWS est toujours en bonne santé parce qu'en fait, comme je vous le disais, c'est la partie sur laquelle on est responsable. Donc là, il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Et donc là, on peut voir que j'ai différentes métriques qui sont affichées. Donc là, on peut voir que en termes de perte de paquets, donc ça correspond à quand j'ai fait tomber la session BGP. En fait, il y avait tout simplement plus de paquets qui transitaient sur le réseau. Et puis sur la latence, donc j'ai fait des tests de charge. Et puis en fait, j'ai dépassé donc les 50 millisecondes. Et donc ça se voit ici. Et puis si vous allez dans les alarmes, donc vous voyez qu'il y a une alarme qui est en alerte. Et c'est bien l'alarme que j'ai définie tout à l'heure. Donc voilà en gros comment vous pouvez monitorer un réseau qui est hybride et ou multi-cloud. En fait, vous allez avoir source-destination, vous allez faire des checks de connectivité périodiques, et en fait, vous n'avez pas à déployer d'agents. Donc, c'est-à-dire que c'est assez simple de votre côté, vous avez juste à définir source-destination. Donc voilà pour la démo, et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la suite, Alexis? Merci Benjamin. Et en gros, ce qu'il faut se retenir, c'est que cet outil-là, il ne sert pas uniquement pour la partie hybride. Il peut servir en fait pour faire des tests entre des VPC, entre des régions, donc c'est vraiment un outil qui manquait aujourd'hui pour avoir en fait un outil qui est sur étagère, qui est disponible à nos clients, et de pouvoir l'automatiser assez simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Donc maintenant, bah, vous avez des devoirs, il ne faut pas partir non plus, vous êtes là pour bosser, hein, vous êtes là pour vous amuser, pour vous bosser. On a pas mal de choses qui existent sur ces sujets-là. Donc un livre blanc, je vous laisse, il y aura 3 lignes, vous prendrez la photo après par la suite, justement pour un peu rappeler tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On a peut-être été même un peu plus loin sur certains aspects. On a aussi tout un chapitre sur la partie hybride et multi-cloud. Et en gros, donc on vous a parlé de la partie réseau, mais on a aussi plein de services, que ce soit sur la patching d'instances, sur les connexions, gestion des instances, tout ce qui est CMDB. C'est des services qui ne sont pas uniquement pour les ressources dans AWS, ça marche sur de l'on-prem ou sur d'autres solutions cloud. Donc on a beaucoup d'outils justement pour aider nos clients dans ce domaine-là. Et bah, il y a un article de blog qui explique un peu ce que vient de vous expliquer aujourd'hui Benjamin. Si vous avez besoin de revenir dessus, n'hésitez pas. Donc petite photo. Et ce qui va être important, c'est le feedback. N'hésitez pas à nous faire un feedback. Mettez 5 si ça vous a plu. C'est aussi important pour montrer que la session a été intéressante et a plu. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks. On a 45 minutes. Je pense qu'on a à peu près... Est-ce que tu peux revenir pour la photo peut-être? Il n'y a pas de souci. On a 45 minutes, on pourrait en parler des heures, mais je vous invite à regarder, il y a pas mal de sessions sur YouTube qui parlent de réseau et qui peuvent vous être utiles. Et puis n'hésitez pas à solliciter vos équipes de compte si vous avez. Et voilà, on attend vos feedbacks pour voir si ça vous a plu pour l'année prochaine. Merci à vous, bonne journée. Merci.